Plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Renucci, qui est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université du Sud Toulon-Var. Il est directeur honoraire de l'UFR Ingé Média de l'Université du Sud Toulon-Var, qui est adossé au laboratoire I3M. Il a été pendant 2 ans, je crois, à partir de 2012 à 2014, chercheur en délégation à l'Institut des sciences de la communication du CNRS, dans lequel il travaillait dans le groupe de travail communication, altérité et création, et dans lequel il était co-responsable avec Samuel Lepastier du séminaire communication, subjectivation et création. Il a coordonné avec Benoît Leblanc et Samuel Lepastier un numéro notamment de la revue Hermès, le 68, dont le titre est « L'autre n'est pas une donnée », dans lequel il y a des contributions, en couleur, c'est encore mieux, dans lequel il y a des contributions pluridisciplinaires de philosophie, sciences cognitives, psychanalyse, infocom, et notamment une de Stéphane Dial qui est venu aussi parler dans notre séminaire. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Alors, tout d'abord, merci à ceux et celles qui m'ont invité ici. Je suis très content. Déjà, on a pu échanger quelques minutes avant cette intervention. Et content d'être là avec vous. Donc, le titre de mon intervention, c'est « Aux frontières de l'homme interfacé, entre continuité et discontinuité ». Donc en fait, cette intervention est le fruit, comme ça a été dit, d'un travail, mais aussi d'un certain nombre de publications, dont celle qui figure dans le numéro Hermès, l'autre n'est pas une donnée, numéro 68, mais aussi d'un autre ouvrage qui a été coordonné par notre collègue Imad Saleh et Nasreddine Bouya, qui s'appelle « Les frontières numériques », qui est sorti lui aussi en 2014. Les deux ouvrages sont sortis en 2014. Donc déjà, entre les deux titres de ces ouvrages, « L'autre n'est pas une donnée » et « Les frontières du numérique », eh bien, on peut percevoir petit à petit la question qui concerne cet humain, que j'ai appelé homme interfacé pour donner un nom, mais en fait, dans lequel on réfléchit la communication humaine. Donc, la réflexion se fait dans le cadre des sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire, pour ceux qui y sont, eh bien, on sait très bien que chez nous, l'information et la communication, qui a été, disons, il y a un certain temps, un mariage un peu forcé, dans d'autres pays, information et communication ne vont pas ensemble. Il me semble qu'aujourd'hui, au moment justement où les frontières s'estompent avec la technique, on parle de plus en plus d'information, de big data, de transhumanisme, etc. Eh bien, ça nous fait repenser ce que peut être la communication humaine. Donc, mon intervention propose des thèmes de recherche, en quelque sorte, qui repensent la communication au moment où les contours qui définissent l'humain changent. Alors, pendant cette intervention, il y aura de nombreuses références. Ce n'est pas habituel, quand je parle, d'avoir autant de noms qui soient cités. J'ai tenu à le faire pour clarifier aussi certains propos, car il me paraît nécessaire aujourd'hui de clarifier en montrant les différences de certains propos sur ce qui peut être la question de l'humain, et qui est une question ancienne, mais qui aujourd'hui vraiment est interrogée de façon très pertinente dans différentes disciplines. Et j'essaie de proposer quelque chose donc chez nous en information communication. Donc l'homme interfacé, comme je l'ai appelé, en fait, interroge sa singularité. Donc il y a la question de la singularité de l'humain. Quand les frontières de l'humain s'estompent avec la technique, la nature et les animaux. Alors, nous, on va beaucoup plus parler du rapport à la technique, à la nature un petit peu, et aux animaux pas du tout. Mais j'aimerais bien le faire peut-être plus tard, parce qu'il me paraît intéressant aujourd'hui de pouvoir articuler un petit peu cette notion de frontière avec la technique, je répète, la nature
et les animaux. Donc les thèmes qui seront abordés en mon intervention sont la question de la singularité, celle du naturalisme et le statut de l'autoréférence. Que peut-on penser de ce qui est invisible, ce qui était hors champ ou hors cadre, là on retrouve le cinéma, qui devient visible peut-être aujourd'hui. Quatrième thème, les points de butée de la communication, tels la mort, l'origine, qui deviennent des points d'appui. Donc, étant chercheur en information et communication, en ce qui me concerne, les points de butée sont des points d'appui. Je parlerai notamment, par exemple, du malentendu, de l'équivocité, tout ce qui peut paraître négatif dans les communications, qui, pour moi, est un point d'appui pour la communication. L'origine de la pensée, entre organique et symbolique, et l'humain, nouvel horloger de son corps face à l'impossible homéostasie du corps et de l'appareil psychique. Donc vous voyez, les thèmes ici sont assez nombreux, peut-être trop pour une intervention d'une heure, mais bon, nous allons essayer modestement de voir ce qu'on peut dire de tout ça. Donc il est urgent pour nous, en sciences de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les SIC, que cette discipline se saisisse de la question de la communication humaine au moment où le vivant et l'artificiel convergent notamment à travers la notion de données, afin d'ouvrir à des débats théoriques les thématiques que j'ai pu citer. Les sciences de l'information et de la communication se nourriront ainsi de la pensée de nombreux auteurs qui ont développé ces dernières années une réflexion sur l'humain, nous permettant d'interroger donc sa communication. Donc la question est alors de savoir dans quelle mesure l'apparition de l'homme interfacé, les relations établies avec l'artificiel, modifient la communication humaine et sa pensée. Donc, je répète un petit peu ce que je viens de dire. L'humain, dans ses rapports aux autres, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, prend en effet appui sur une zone d'opacité irréductible et fondatrice qui s'articule avec le symbolique. C'est-à-dire que le territoire mental, sans écart, y compris avec celui de l'autre, deviendrait accessible, ce qu'on pense, par les capteurs numériques. Donc ceci n'est pas sans conséquence sur une communication fondée sur l'altérité radicale. Ce reste irréductible, que Baudrillard notamment aurait pu définir. Donc je vais essayer de parler maintenant de cet homme interfacé et je vais aborder 6 points. Le premier, c'est la question de la singularité. Si je cite Dominique Bolton, il dit « La résistance à penser la communication illustre celle à penser la complexité, l'implicite, l'altérité, la relation. » Julia Kristeva, elle, va dire « L'humanisme devait être une écoute du singulier. » Céline Lafontaine, qui est une jeune chercheuse à Montréal, et qui a écrit des ouvrages remarquables récemment, a dit « Lieu du doute, d'insécurité, d'obscurité de mémoire, l'intériorité pourrait bien être la seule garantie qu'on possède de l'autonomie subjective fondant l'altérité. » Enfin, je prends un autre auteur biologiste, Jean-Didier Vincent, donc ceux que j'ai pu citer sont vraiment dans des endroits, dans des lieux très différents. Jean-Didier Vincent qui dit « La définition de la psyché, de l'âme, c'est la représentation que peut se faire un cerveau pour se relier à l'autre. » Il est intéressant de voir dans les ouvrages de Jean-Didier Vincent, le rapport qu'il peut avoir à la psyché. Donc, d'anciennes barrières sont tombées.
de nouvelles frontières doivent être établies. Donc ça, c'est un petit peu ce que dit Henri Atlan dans Les frontières de l'humain. L'écart se réduit entre d'une part l'animal et la technique et d'autre part le vivant et l'artificiel. Plusieurs zones de contiguïté, interfaces entre ces différents états, genres et espèces, apparaissent. Une continuité entre être vivant et artificiel, pouvant gommer toute spécificité de l'homme et toute essence, est discutée aujourd'hui par certains auteurs. Elle se repère notamment par le glissement du questionnement de l'homme avec un grand H à l'humain, se manifestant par la perte de l'appui irréductible d'une transcendance qui permettait d'inclure dans un grand H l'essence de l'homme. Apparaissent en ce début du XXIe siècle plusieurs figures d'humains aux contours vagues, dont celle du post-humain, et là de l'homme interfacé avec un petit h. Donc reprenons une nouvelle fois cela au regard de plusieurs disciplines qui interrogent ce que peut être aujourd'hui la singularité de l'homme avec ou sans un grand H. Donc vraiment l'homme interfacé, comme je le définis, est celui qui pose la question d'une altérité radicale à l'épreuve d'un être informationnel. C'est celui qui interroge sa singularité, comme je l'ai dit, au moment où les frontières de l'homme s'estompent avec celles de la technique, de la nature et des animaux. Donc aujourd'hui, de façon très modeste, très succincte, à partir de quelques ouvrages, qu'est-ce qui est dit sur la singularité de l'homme? Si nous prenons par exemple la description du non-humain devenu post-humain, selon Jean-Michel Beignet, l'homme serait pensé par les transhumanistes comme une machine pensante. Le plus difficile pour ceux qui suivent leur leader charismatique, Ray Kurzweil, sera sans doute la programmation sans erreur de relations intersubjectives, soumises aux aléas du malentendu et de l'ambiguïté des paroles humaines, de l'équivocité. Une des résistantes principales de l'homme à cette entreprise, qui pourrait paraître comme totalitaire, se situe sans doute dans la vulnérabilité même de l'homme, qui s'appuie sur ses failles pour en faire des créations. C'est aussi sans doute ce qu'exprime Jean-Pierre Dupuy, quand il évoque le geste humain qui, par excellence, est de faire des dieux en faisant des victimes. La dimension du sacré, la fragilité de l'homme, ses paradoxes, autant d'expressions que l'on retrouve dans les mythes, les récits, les fables, qui ont fait de l'homme un homme dans ces histoires. Un homme qui sait dire non et qui a des valeurs malgré tout. Jean-Pierre Dupuy est pour moi une référence importante dans ce qu'il a pu écrire et dans son parcours. C'est-à-dire son parcours, il vient justement des sciences cognitives aussi, pas que ça. Il a beaucoup connu ce qui s'est fait au CREA. Et dans les années 2000, il a réagi tout de même à certaines positions, pas toutes. Pour Henri Atlan, qui ne craint pas le non-humain, mais beaucoup plus l'inhumain, la valeur qui caractérise l'homme est sa dignité. Le non-humain n'est pas l'inhumain. Ici repose son articulation à la notion de dignité. Cette dignité est ce qui fait qu'un être humain pèse quelque chose d'irréductible. C'est le poids minimum à une existence humaine, sans quoi elle deviendrait inhumaine. Atlan souligne que certains mécanismes qui génèrent le vivant, interaction entre les molécules, émergence de propriétés cognitives, résultent d'interactions entre les cellules et d'auto-organisation de la matière. Dès lors, pour lui, ces phénomènes n'ont pas besoin de faire appel à des propriétés mystérieuses de la vie ou de l'esprit pour expliquer leur survenue de façon causale. Donc, comme nous le verrons, rendre visible l'invisible signifie alors vivre sans transcendance et sans écart entre le vivant et le non-vivant.
devrait alors s'habituer à des définitions dynamiques et non statiques d'un être vivant qui s'arrêterait à une question sur l'essence d'un être ou d'une chose. Ce qui est artificiel ou inerte peut devenir désormais vivant, en mouvement. Atlan pose la question de ce qui serait l'homme avec un grand H. Henri Atlan, se détournant d'une discussion sur la présence ou non d'une essence de l'homme, n'évoque pas sa disparition, mais bien un danger d'inhumanité. D'ailleurs, quand je lis ça, c'est une petite parenthèse, c'est intéressant de l'entendre, enfin de le lire à un moment où l'actualité nous pose quand même cette question de l'humain d'une autre façon. Axel Calme. Donc vous voyez, je cite quand même pas mal de monde qui essaie de proposer quelques idées sur cette singularité, des gens très différents, dans les frontières de l'humain. Ah non, c'est pas ça, je me trompe. Dans Axel Calme, c'est pas... Bon, peu importe. Voir en l'homme un animal de vérité. Nous serions passés de représentations de l'homme avec ses récits à des représentations de l'humain par une machinerie qui s'articule à la nature et aux animaux. Alors, David Chalmers, donc, qui a été le doctorant de Douglas Hofstadter, qui est en sciences cognitives, qui est un auteur intéressant, qui est plus ou moins connu en France, marque une résistance à cette sorte de dilution générale de l'humanité, en posant comme singularité humaine la conscience et l'expérience en première personne, le jeu. Donc, David Chalmers démontre une impossible réduction de la conscience avec sa métaphore des zombies, pour lesquels tous les faits physiques existent sans que la conscience existe. Pour l'humain, pour lui doté d'une conscience irréductible, si la structure neurale est pertinente pour la conscience est une caractéristique du monde en sus des caractéristiques du monde. Le jeu ne dépend pas d'un effet causal. Seule la forme de l'épiphénomène permet alors de l'envisager, car sans faire de causalité. L'expérience consciente provient d'un fait sans causalité, d'une certaine organisation fonctionnelle qu'il nomme au grain fin. Plus spécifiquement, David Chalmers soutiendra un principe d'invariance organisationnelle. Donc, la conscience devient un invariant organisationnel, quel que soit le substrat matériel, du neurone au silicium. On retrouve l'idée de convergence entre artificiel et vivant, qui ouvre l'idée d'une intelligence artificielle forte, capable de sceller l'union alors improbable d'un certain dualisme et du fonctionnalisme. Du côté de la philosophie, je cite Francis Wolff, donc, qui a dirigé le département de l'ENS à Paris, de philosophie. Il fut un des premiers, en fait, à citer David Chalmers. Donc, Francis Wolff a écrit, si vous êtes intéressé à ces questions de l'humain, un ouvrage très intéressant qui s'appelle Mon humanité, Notre humanité, d'Aristote aux neurosciences. Et on voit 4 étapes dans ce qu'il a pu travailler autour de l'humain, et dans sa conclusion, on voit apparaître David Chalmers de façon plus propre, enfin plus claire. Donc, Francis Wolff reprend ses points de vue, ceux de David Chalmers, en soulignant l'irréductibilité d'une conscience phénoménale. Il réaffirme simultanément l'homme comme un animal rationnel qui seul connaît la négation, la soif de savoir. Ce qui est propre à l'homme, c'est qu'il peut accéder à un second degré de connaissance, une croyance sur sa croyance. Seulement voilà, alors c'est le Méditerranéen qui parle, il ne sait toujours pas expliquer son goût pour l'huile d'olive avec un peu de sel. C'est ça, parce qu'il appelait ça les kalias. Quelque chose dans la conscience subjective résiste à la réduction, l'aspect qualitatif de l'expérience,
en première personne de la conscience phénoménale et irréductible à une explication. Les qualia de David Chalmers ne sont pas pour les zombies. Francis Wolff donc parle de 3 types d'organismes. Les organismes sans esprit, c'est-à-dire les organismes ayant une conscience psychologique, type machine de Turing. Les organismes ayant une conscience phénoménale, voilà, c'est ça, les organismes sans esprit, ayant une conscience psychologique, et les autres ayant une conscience phénoménale, hein, phénoménale, l'huile d'olive. Malgré tout, l'homme est un vivant comme les autres, et par essence et par nécessité, un animal de vérité, qui se demande toujours pourquoi. Voilà. On va voir que c'est... Ainsi, Denis Noble, donc, qui est plutôt du côté de la génétique, dans La musique de la vie, indique précisément comment la mort par arrêt cardiaque peut être détectée à partir de la mutation d'un gène et de ses conséquences. Mais on ne sait pas pourquoi et quand cette chaîne causale agit sur l'individu. Elle ne semble en rien être réductible à de la biologie dirigée par un programme chef d'orchestre de la vie. Noble s'oppose à la métaphore du génome comme le livre de la vie. Pour lui, le livre de la vie, c'est la vie elle-même. Elle ne peut être réduite à l'une de ses bases de données. Le génome n'est que l'une des bases de données de la vie. Il n'y a pas de programme préétabli et pour lui, aucun niveau de causalité privilégié dans les systèmes biologiques. Donc c'est une notion sur laquelle je reviens souvent, c'est la notion de mode d'emploi. Hein, il n'y a pas de mode d'emploi établi pour l'humain. Et peut-être ce mode d'emploi-là, le mode d'emploi qu'a l'humain, c'est justement de ne pas avoir de mode d'emploi. Donc on a vu à travers différents auteurs, alors c'est la première partie, je me dis que ça va être un peu long, peut-être, je ne sais pas comment, parce qu'il y en a 6 quand même de parties, peut-être que je m'arrêterai à 3, on verra. On verra, vous me direz, vous lavez la main pour bien que je vous vois. Si on se réfère sur les lexiques de la psychanalyse, donc je vais citer des neurosciences, on reprendra cette idée forte de François Ansermet et de Pierre Magistretti, qu'on n'utilise jamais 2 fois le même cerveau. Ça a été aussi un certain choc, c'est-à-dire quand ils l'ont dit, quand ils l'ont écrit, et demain matin, quand on se réveille, on n'utilise pas le même cerveau. Alors évidemment, on le sait, mais pensez. Cette notion est centrale pour eux dans les registres différents, incommensurables, hein, psychanalyse et neurosciences, la psychanalyse et les neurosciences, à partir des notions de traces et de plasticité neuronale. Ils évoquent cette discontinuité à partir d'une expérience première disjointe, dont le processus pour la retrouver par d'autres expériences fait qu'elle se perd. Il y a répétition, mais aussi émergence du nouveau, rencontre et impossible à déterminer ou à prédire. Donc là, il y a 2 notions fortes. Hein. Pour l'un, c'est la plasticité neuronale, pour l'autre, c'est les traces mnésiques, et qui fait et la notion d'expérience. On souhaite retrouver donc un sujet biologiquement déterminé pour ne pas être biologiquement déterminé. Il est déterminé pour ne pas l'être. Déterminé pour recevoir l'incidence de l'autre. Pour recevoir l'incidence de la contingence. Et donc, pour Magali, la contingence, c'est la rencontre. Quand je vais ouvrir la porte tout à l'heure, pour rencontrer quelqu'un. Autrement dit, il est biologiquement déterminé pour être libre. Il y a détermination d'une certaine indétermination. Donc la trace n'est jamais seule, elle est toujours reliée à un état somatique. Donc le rapport au corps intervient. Le corps marque ainsi sa résistance en se soumettant à la contingence. Donc l'expérience fait que bien, on est marqué, notamment par les paroles des autres. C'est ce que montre d'une certaine façon, depuis des décennies, la danse contemporaine. Fétichisation de l'ADN comme information, procréation sans sexualité, utérus artificiel, sont maintenant aussi autant de marqueurs d'un corps surnuméraire des technosciences, comme le dit David Le Breton en anthropologie, pour qui la chair devenue électronique se dissout dans un univers de données. Donc la dissolution du corps, mais aussi du sujet,
accompagnerait la disparition de la seule véritable différence, celle des sexes. Donc voilà pour cette première partie, dans laquelle, à travers les références actuelles, on a pu essayer de voir l'humain, avant de parler d'homme interfacé, de cet humain, qu'est-ce qu'il a comme singularité, comment certains peuvent l'entendre. Et ça, c'est absolument déterminant pour la suite, parce que cette singularité, c'est-à-dire là où on bute, pour à un moment donné tenter de vouloir expliquer, ces points de butée, comme j'ai déjà dit, deviennent des points d'appui pour la communication. C'est ce que j'essaie de développer et de soutenir. Bon, peut-être je préférerais un peu un arrêt parce que ça risque d'être long pour par exemple, la dernière, très près de la fin de votre première partie, là, le lien que vous faites avec la danse contemporaine, est-ce que vous pouvez expliciter un peu le rapport que vous faites avec... Oui, alors le rapport au corps et la danse contemporaine. Alors, la danse contemporaine a été marquée par pendant tout le XXe siècle, hein, elle s'est détachée petit à petit de la danse classique. Hein, et elle a travaillé sur le mouvement. Hein, sur le mouvement et beaucoup moins sur les récits. Hein, parce qu'au départ, la danse classique, le rapport au corps n'a pas été le même, étant donné que le rapport au corps eh bien, a été marqué par, dans une création contemporaine, par un chorégraphe, par une sorte d'échange, de négociation, souvent entre le chorégraphe et ses danseurs, les danseurs ayant eux-mêmes une propre histoire. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans la danse contemporaine, c'est que, bien souvent, la propre histoire du danseur nourrit la chorégraphie, hein, pas comme dans la danse classique. Après, bien évidemment, il y a plusieurs mouvements dans ce contemporain, donc je ne peux pas réduire. Mais il y a autre chose qui est essentielle pour la danse contemporaine, c'est le rapport au langage aussi. Donc le langage, comment à un moment donné, je pense qu'il y a cette dimension qu'on prend en compte, c'est-à-dire comment le corps lui-même est pris d'une certaine manière dans le langage, très vite. Et en quoi, à un moment donné, cette prise dans le langage fait qu'il y a certaines traces, quoi. C'est un peu... Et donc la danse contemporaine, d'une certaine manière, le manifeste vivement dans son rapport au langage. Après je pourrais aller plus loin, mais aussi dans son rapport à la pulsion, dans son rapport dans ce que ça peut... Et dans le mouvement. Hein, je veux dire, le mouvement fait, tout à l'heure quand avec Magali on parlait de rencontre, on voit bien qu'au niveau du danseur, qui a, pour reprendre un terme souvent employé, une sorte de créolisation quoi, du mouvement fait à partir de rencontres qui ont pu avoir lieu avec d'autres. Et là, ce qui est intéressant, alors je travaille avec Jean-Christophe Paré, hein, et Jean-Christophe Paré, en tant que danseur, donc il a été danseur de l'Opéra de Paris, il a travaillé là avec François Verret sur une pièce qui s'appelle Chantier 2014-2018, donc par rapport à la mémoire hein, de la guerre. Il dirige le département de danse du CNSM à Paris, mais aussi il intervient comme professeur de danse au Louvre dans des cours d'enseignement du baroque. Hein. Et on voit bien que le baroque, on peut penser, comme moi je ne suis pas danseur, hein, je tiens à le dire, mais quand on pense le baroque, on va dire que ça va être enseigné de façon académique, hein, d'une certaine façon académique. Et lui, et bien par rapport à ça, il se nourrit de son expérience faite dans la danse contemporaine, c'est-à-dire par exemple avec son travail en studio avec François Verret, pour essayer de faire ressortir l'essence du baroque dans son travail qu'il peut faire avec les danseurs, donc à travers l'histoire de cette époque, etc. Et donc, ce que je... Voilà, après je vais arrêter par rapport à la danse, mais donc c'est le mot expérience et donc rencontre
qui est intéressant, qui laisse des traces et dont on se nourrit après. Alors que la danse classique, bien évidemment, aussi, elle est faite de rencontres, etc. Mais elle repose sur autre chose. J'ai un ami qui écrit en ce moment, il m'en parle assez souvent, sur l'animal bavard, en soulignant que ce soit comme la phylogénèse ou l'orthogénèse, eh bien, il y a une grande partie commune avec les animaux, évidemment, l'animal humain, ce qui permet, bien sûr, de vivre et de survivre. Mais si on étudie les systèmes de communication, ici on est dans un milieu des sciences du langage, là il y a une différence qui apparaît, qui est basée sur justement la fonction sémiotique, et le fait qu'il y a un système de communication qui est basé sur la possibilité du symbolisme, c'est-à-dire de communiquer sur les objets absents, et à partir de là de construire des univers explicatifs d'une part, informationnels d'autre part, et innovants aussi. Et c'est ça qui est la différence, la seule différence même, à la base, entre l'animal humain et les autres animaux, c'est le fait que l'animal humain est un animal bavard. Je trouve que son idée est bonne, est assez convaincante. Voilà. Je vous remercie. Alors je vais arriver vite à la conclusion. Remarquez, plus que jamais, c'est la dernière phrase, la communication humaine repose sur la parole. Mais j'aime bien le titre Animal bavard. Je vais rajouter à tout, parce que j'en ai pris pas mal d'humains en tout genre. Oui, j'aime bien, je regarde ça. Oui, d'ailleurs je reprends à un moment donné, sur le rapport à la mort, le rapport au symbolique, évidemment sur la question de la... Il y a une question qui est intéressante. Tout à l'heure, on parlait de Daniel Bougnou. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelle « La crise de la représentation ». Il y en a beaucoup qui se sont posé la question sur le rapport au symbolique dans les années autour de 2005 à 2010. Enfin, il y en a d'autres, beaucoup toujours, le rapport au symbolique. Et sur cette question de l'humain, parce qu'on s'est mis à parler de désymbolisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, alors c'est pas du côté de l'animal, mais il y a vraiment... voilà, quand on parle de frontières... Bougnou il parlait de coupures sémiotiques, etc. Le rapport au spectacle, c'était le rapport à la rampe qui séparait un espace de réception d'un espace de production. On voit bien que là aussi, il y a eu quelque chose de l'ordre de la frontière qui est devenue poreuse et qui fait que moi, une de mes thèses, c'est que ces systèmes ces frontières symboliques qui sont devenues de plus en plus poreuses, on fait que maintenant, eh bien, on fait favoriser l'émergence de dispositifs, on va appeler, je ne sais pas quoi, de contrôle, des dispositifs numériques, c'est-à-dire que les cadres symboliques, qui faisaient tenir d'une certaine manière, à travers les textes scientifiques, religieux, mais ce n'est pas qu'une vision, disons que la postmodernité l'a annoncé d'une certaine manière, très tôt, très vite, mais qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a l'émergence de dispositifs qui, justement, ne sont pas là dans cette question, dans ce rapport, peut-être on pourrait le voir, au langage, je veux dire, de la même manière qui, comme vous l'avez justement dit, dans ce rapport, qui fait que la représentation s'est présentée à nouveau quelque chose qui est absent, Et c'est ce rapport-là qui est essentiel dès le départ, c'est là-dessus. Je continue ? Donc là, je vais parler des interfaces de l'homme avec la nature et la technique. Donc, avec une question qui m'intéresse tout particulièrement, celle de l'autoréférence. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, et qui sait peut-être, j'aimerais bien le creuser avec un d'entre vous, là-dessus, parce que c'est une question quand même assez complexe. Je vais essayer d'articuler. En fait, Henri Atlan, dans les frontières de l'humain, justement, remet en cause d'anciennes frontières de l'homme avec la nature et la technique. Parce qu'il y a aujourd'hui une confusion
dû au fait que pour la première fois, la science biologique permet de faire des artefacts. Donc pour lui, rien ne sera jamais plus comme avant dans les relations tumultueuses entre le corps et l'âme. Donc, comme l'indique Jean-Didier Vincent, on assiste aujourd'hui à une sorte de naturalisation de l'esprit. Il dit ça dans son ouvrage qui s'appelle « Voyage extraordinaire au centre du cerveau ». Donc, qui manifeste une continuité entre l'homme et la nature. Et c'est cette continuité-là que j'essaie, moi aussi, d'interroger à partir donc, de certains ouvrages, et notamment, comme on va le voir, à partir de l'anthropologie, comme la présente Philippe Descola. Donc la continuité entre l'homme et la nature provoque deux approches méthodologiques différentes, soit antinaturalistes et naturalistes. Donc en fait, selon Francis Wolff, elles conduisent à deux conceptions opposées de l'homme. Le naturalisme consiste à définir l'homme comme un être naturel semblable aux autres, et l'antinaturalisme cherche à démontrer que l'homme se construit contre la nature. Alors, un ouvrage aussi très intéressant a été proposé par Philippe Descola, ça s'appelle « Par-delà nature et culture ». Même si ça... intéressant, parce qu'on voit bien chez lui, donc Philippe Descola a été médaille d'or du CNRS en 2012, il a fait sa thèse avec Claude Lévi-Strauss, et on voit bien qu'il développe vraiment une pensée donc, anthropologique dans laquelle l'homme n'est plus au centre. C'est qu'à un moment donné, il développe une pensée entre l'homme et les choses, et qui me paraît pertinente aujourd'hui. Donc, Philippe Descola interroge la vision naturaliste, remet en cause l'opposition entre nature et culture, en une approche nouvelle des continuités et discontinuités de l'homme, associées à son environnement, fait d'objets, de plantes, d'animaux, de personnes. Alors, ces débats théoriques provoquent un vif intérêt dans le champ anthropologique par l'élargissement de l'objet d'étude anthropos à cette collectivité des existants liés à lui. Donc ça, ça paraît intéressant de voir cette démarche aujourd'hui. Donc Philippe Descola, inventeur d'une écologie des relations, s'intéresse ainsi aux relations entre humains et non-humains et à celles entre humains entre eux. Donc il définit 4 ontologies, sur l'animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Alors, elles se définissent par l'étude des différences de continuité ou de discontinuité, morale ou physique, entre les humains et les non-humains. En fait, ce travail a été fait à partir de nombreuses études, notamment celle du peuple des Achuars, indiens répartis entre la frontière entre l'Équateur et le Pérou, et qui vit au sens propre une continuité entre nature et culture. D'une certaine manière, l'autre, on parlait de la question de l'autre, l'autre est un jeu. Tout à l'heure, on fera un jeu est un autre. Oui, un jeu. Oui. Vous voulez une lettre JE ou JEU? JE. Eh oui, pour lui. Il est à noter, mais ça peut être un jeu aussi, c'est autre chose. Il est à noter que le sens commun pour l'humain établit des relations différentes entre intériorité et physicalité, en les séparant, tout en les mixant. Alors, ces relations sont des fictions fondatrices, et elles ne correspondent pas à un réel d'un matérialisme radical. Ça, c'est important. Elles se situent à un autre niveau. Quels que soient les peuples, même si l'état des fluides ou d'humeur organique semblait être associé à une expression de l'intériorité, il n'y avait pas jusqu'à présent de dissolution de l'intériorité, de l'esprit dans la physicalité.
En fait, les continuités se construisaient à partir d'un décalage entre un réel non objectivable et ce que l'on en dit de façon plus modeste, à un autre niveau. Nous allons discuter de cette séparation qui produit un écart fondateur pour l'humain. Alors, voilà, à un moment donné, c'est ça, tout à l'heure, on parlait de l'animal bavard. Voilà, l'animal bavard, il peut dire des choses sur ce qu'il est, mais et il s'autorise à dire des choses telles qu'elles sont, mais il sait très bien qu'il fait une erreur, parce qu'il ne sait pas ce qu'elles sont. Et donc cette erreur-là est importante. La continuité entre l'homme et la nature, étudiée par Philippe Descola, n'est pas celle produite par des dispositifs de traitement d'information qui se connectent aujourd'hui sur l'humain. La première insiste sur un décalage avec le réel. C'est ce que produit le sens commun, quand lui va parler de son je, de son moi, de l'autre. Je, c'est moi, c'est peut-être aussi l'autre. Et peu importe ce que c'est réellement. L'erreur produite par l'instabilité de l'autoréférence, là j'introduis cette notion, que produit un jeu est alors reconnue. Elle ne pose pas de problème. Elle est même fondatrice. La seconde tend à objectiver le langage naturel comme un langage machine, en excluant, on va le voir, on va essayer de le préciser, l'autoréférence qui n'a pas de logique. Donc la seconde, c'est par rapport au langage machine. Donc nous allons l'illustrer plus loin en évoquant les divergences, maintenant, entre Douglas Hofstadter et David Chalmers, son étudiant. Le premier incluant l'autoréférence dans son dispositif comme une boucle étrange. Un de ses derniers ouvrages, en 2008, celui qui a été traduit en français, s'appelle « Je suis une boucle étrange ». 40 ans après l'ouvrage qu'il avait pu faire, qui s'appelle Gödel, Escher, Bach. Oui. Les trois boucles, voilà. Je suis une boucle étrange. Donc le premier, donc Douglas Hofstadter, incluant l'autoréférence, la boucle étrange, faisant référence à Kurt Gödel. Le second en l'écartant, en proposant une conscience phénoménale, l'huile d'olive, irréductible, mais accessible à une intelligence artificielle forte. Et donc, la question de la subjectivité n'est pas si lointaine, car elle frôle celle de la présence d'une boucle étrange. Et donc, cette subjectivité, on voit bien qu'elle frôle aussi la question de la réification, donc transformer un sujet en chose à ce moment-là. Entre les deux, c'est très intéressant de voir ce qui a pu se passer, de les lire, de voir comment ils ont pu échanger. Donc, David Chalmers, l'ouvrage s'appelle « L'esprit conscient à la recherche d'une théorie fondamentale ». Je crois que c'est ça. Donc je poursuis. Les frontières s'estompent avec de nouveaux artefacts, des visions naturalistes différentes qui iraient jusqu'à une naturalisation de l'esprit, donc l'idée de continuité. Or, ce n'est pas si nouveau. C'est assez intéressant de voir à partir des travaux de Céline Lafontaine, que j'ai déjà cité, donc l'ouvrage c'est l'Empire cybernétique. En fait, Céline Lafontaine rappelle que Gregory Bateson a souhaité annuler toute distance entre les êtres et les choses en évacuant le concept d'esprit, dès le milieu du XXe siècle. La cybernétique, les codes et les messages mettent en exergue le principe clé du modèle batsonien qui suppose une désubjectivation et par le fait même l'effacement de l'altérité symbolique. Il me semble, pour saisir ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien de l'ancrer, ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle, peut-être même avant, en tout cas ce qui s'est passé au moment il y a eu les conférences de Massy, les travaux autour de la cybernétique. Il me semble que c'est très important de situer ces moments-là un peu comme fondateurs de ce que l'on vit aujourd'hui. Depuis plus d'un demi-siècle après, ce principe se retrouve à travers la notion de convergence technologique, des NBIC,
Donc c'est un site que je pense que vous connaissez, NBIC, qui ferait de l'homme, selon les transhumanistes, de simples données naturelles. Donc Jean-Michel Beignet, qui est philosophe, annonce ce post-humanisme comme une réification de l'individu, faisant de lui une chose manipulable. Et selon Monique Atlan et Roger Paul Droit, ce que l'on vit, c'est relier cerveau et esprit. Dès lors se pose alors la question des corrélations entre neurones et traitement d'information, de son stockage, des relations au corps, et à tout ce que le maillage des données publiques et privées peut produire. Donc cette vision matérialiste est discutée au cœur même des sciences cognitives, notamment par Douglas Hofstadter, et différemment, comme je l'ai dit, par David Chalmers. Donc on va essayer de voir pourquoi l'un et l'autre sont en désaccord. Donc les travaux de Douglas Hofstadter sont célèbres notamment grâce à la notion de boucle étrange révélée en 1979 dans Gödel et Scher et Bach. Donc Gödel, ça fait référence au théorème de Gödel, à l'incomplétude, et Scher, c'est, vous savez, les dessins qui se bouclent, quoi, quand on voit une main, par exemple, qui se dessine. Et Bach, c'est le musicien, parce qu'il a utilisé les lettres de son nom dans la construction même de ses œuvres musicales. Donc c'est le principe de boucle et d'autoréférence. Et j'ai pu comprendre presque 40 ans après, c'est un peu mieux cet ouvrage. Un gros, quoi. Mais c'est formidable, quoi, ce qui a pu être écrit. Donc celle-ci, donc ces boucles, se manifestent par un enchevêtrement hiérarchique. Il y a cette idée d'enchevêtrement et de hiérarchie à plusieurs niveaux, du plus bas, l'organique, au plus conceptuel, l'abstraction. Au plus bas, l'organique, au plus conceptuel. Elle est repérée dans la boucle mathématique de Kurt Gödel et s'articule pour Douglas à celle du jeu, avec comme élément commun et fondateur l'autoréférence. Je suis une boucle étrange, ainsi sur la notion de paradoxe, dont l'affirmation d'Épiménide le Crétois est paradigmatique. On la connaît, tous les Crétois sont des menteurs. Est-ce vrai, est-ce faux? Celui qui dit « je » n'a pas à le prouver, même si je dis « je » en sachant que ce n'est pas moi. Donc qui est je? En fait, impossible à dire. C'est justement cela qui est fondamental. À quel niveau regarde-t-on la plupart du temps? Avec des abstractions, du bon sens, et rarement au niveau des milliards de petites particules qui tourbillonnent dans notre corps. Donc c'est bien les niveaux d'échelle qui sont importants aussi. Notre nature exacte humaine consiste à nous empêcher de comprendre pleinement sa nature exacte. Il s'agit de décaler le classique dualisme de l'âme et du corps en se plaçant du côté de l'animé et de l'inanimé. Donc l'un des leitmotifs de ce livre est que la présence ou l'absence de l'animanité dépend du niveau auquel on observe une structure. Donc qu'est-ce qui bouge? On trouve presque les danseurs, à quel niveau ça ne bouge plus. Critiquant David Chalmers, son tango des zombies, sa notion d'élan mental, Douglas Hofstadter affirme que la conscience ne vient pas en option dans le cerveau. Ainsi, tout comme la boucle étrange de Gödel, qui apparaît automatiquement dans tout système formel de la théorie des nombres suffisamment puissants, la boucle étrange du soi émergera inéluctablement de tout répertoire de catégories suffisamment complexe. Une fois qu'on a le soi, on a la conscience. Pas besoin d'élan mental. Enfin, c'est ce que dit Hofstadter. C'est donc une chance que des boucles étranges existent dans le réel. David Chalmers ne l'entend pas ainsi. Nous n'avons aucune raison de croire que les humains puissent voir la vérité des énoncés de Gödel. Et donc, c'est un peu du côté d'un philosophe que j'apprécie, qui s'appelle Danny Robert Dufour, que je suis allé un peu creuser cette question de l'autoréférence et des errements de l'autoréférence et de sa régression infinie. Donc Danny Robert Dufour demande de ne pas confondre la langue et l'intelligence artificielle avec la langue et l'intelligence naturelle. Les premières excluent l'autoréférence forte, les secondes l'incluent. Le langage informatique évitera donc l'autoréférence forte. Nous pourrions faire l'hypothèse que c'est la position de David Chalmers. Celle de Douglas Hofstadter, avec la présence de boucles étranges, inclut l'autoréférence, mais il profite du fait qu'une définition récursive n'aboutit jamais à une régression infinie, si au moins un concept n'est pas défini par lui-même, mais au moyen de versions plus simples de ce concept.
c'est ce qui se produit quand on parle. Donc, tout à l'heure, on a vu la question de la représentation. Et là aussi, quand on parle, c'est ce qui se produit, même pour ne rien dire, quand on parle pour ne rien dire, souvent. On s'éloigne des vertiges de l'autoréférence. On s'éloigne des vertiges de la boucle infinie, en fait, à un moment donné, par la parole, par le rapport au symbolique. On retrouve là, articulés, les différents niveaux de l'inanimé de la matière au mouvement des idées. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire ce passage-là, au moins savoir qu'est-ce qu'on peut en dire. Douglas Hofstadter a très bien montré que l'incomplétude des métalangages informatiques est inhérente à l'évitement d'une autoréférence forte, car la logique n'est pas la même. Par exemple, cette phrase contient 5 mots, est vraie, mais concaténée à une autre proposition, vraie sera fausse. Là où il y a évitement de l'autoréférence continue, vertigineuse, le langage naturel humain contiendra. Alors, je me rappelle, j'ai parlé tout à l'heure de Daniel Bougnout, contenir, c'est un verbe qu'il utilise souvent, parce que contenir, c'est avoir en soi, mais aussi mettre à distance. Donc, aux deux sens de ce terme, le verbe, donc là où il y a évitement de l'autoréférence, continue, vertigineuse, le langage humain, naturel humain, contiendra, aux deux sens de ce terme, l'autoréférence, car elle aura été prise par l'ordre symbolique du langage dans les filets de la différence et du discret. Donc le sujet, donc là on apparaît la question du sujet, apparaît au niveau de l'articulation des signifiants, lesquels le protègent d'une certaine régression infinie. Ces boucles dans lesquelles il pourrait être pris, notamment dans le rapport au miroir. Il accepte pour être sujet cette autoréférence qui n'a pas de logique de temps, d'espace, de causalité, comme une erreur nécessaire. Par exemple, l'erreur d'un infime décalage que peut produire l'image spéculaire quand gauche et droite sont inversées, où l'image vue est toujours celle vue dans un futur antérieur. Tout à l'heure, on parlait de l'optique. Ces deux erreurs produisent un infime décalage qui, lorsqu'il s'articule au symbolique, permet de sortir du vertige autoréférentiel du miroir. La sortie d'un ordre continu n'est possible que par la présence d'un ordre tiers, discontinu, préexistant au sujet, et structuré par le binaire et la différence. C'est le discontinu qui fait sortir du continu. Alors que pour la pensée digitale, qui pense à partir du discontinu du numérique, l'autoréférence sera exclue par principe et on établira une pensée basée à partir de la continuité. Ça, c'est en fait l'ouvrage devait connaître, Magali doit connaître. C'est l'ouvrage d'Emmanuel Sander qui m'a fait penser ça, sur la pensée analogique. C'est-à-dire que quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, comment, en fait, à partir du discontinu, du numérique, on aboutit à une pensée analogique, alors que quand on pense à partir du tiers symbolique, du langage, on arrive à une sorte, on est en rapport, en fait, une sorte de discontinuité, quoi. Donc si l'on souhaite que l'homme soit performant comme une machine, on favorisera alors les dispositifs de régulation continue. Enfin, je vais revenir là-dessus plus tard, c'est-à-dire simplement pour le dire, pendant longtemps on a voulu faire la machine un peu à l'image de l'homme, et il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, on veut faire l'homme aussi performant que la machine, en le branchant. Donc je simplifie un peu les choses, mais il y a de ça du tout. Et donc aussi performant, notamment en supprimant tout ce qui peut rater chez lui. Et pourtant, tout ce qui peut rater, c'est ce qui fait que ça marche en tant qu'humain. Donc celui qui passe son temps à calculer anticipe le surgissement de l'erreur autoréférentielle pour l'éviter. Celui qui la contient s'attardera sur les fictions, celles des autres et celles qu'il crée,
pour faire face aux erreurs constitutives du sujet, relançant ainsi inlassablement la question du pourquoi. Comme nous le verrons, David Chalmers n'adhère pas complètement au triomphe du comment sur le pourquoi, comme le dispute Axel Kahn. On peut faire une petite pause. Voilà, peut-être. Après, c'est plus simple. Le dernier point que vous avez évoqué, moi, c'est ce qui m'avait vraiment intéressé quand j'avais lu votre texte et ce qui avait motivé aussi de proposer de venir, c'est que vous avez résumé là en disant qu'on a peut-être pendant un moment cherché à faire une machine à l'image de l'homme et qu'aujourd'hui peut-être il y a un renversement en cherchant à augmenter les performances de l'humain. Et moi, enfin, j'ai pas vraiment de questions en fait, mais c'est vrai que si on part un peu si on considère la question de la communication comme entre deux personnes comme étant fondée sur l'altérité, entre du soi et du non-soi, c'est vrai que moi je me pose la question de savoir comment la communication outillée par le numérique pose ou repose cette question de l'altérité, si ça la met à mal, si ça la révèle, si ça cherche à la gommer. Parce que c'est un peu ce que j'ai compris qui était présenté aussi dans l'ouvrage que vous avez montré. Il y a un texte de, alors je ne suis pas sûre du nom, Pucheux, David Pucheux, ouais. de Mika, dans lequel le message que j'ai retenu de ce texte, c'est que aujourd'hui on est dans un monde de plus en plus outillé numériquement et dont le projet est plutôt de faire tomber les interfaces, les frontières, et donc viser l'invisibilité en fait. Les techniques les plus puissantes, il nous explique, sur les techniques invisibles, dans le sens où on les a intégrées peut-être à soi, et en même temps, dans un autre texte du même ouvrage, chez Vial, on peut lire que pour lui, le fait qu'on ait un monde de plus en plus outillé, c'est peut-être l'occasion de remettre en évidence, je le dis avec mes mots, il ne le dit pas comme ça, mais remettre en titre quand même en avant enfin, la constitutivité technique de l'humain, oui, et de l'autre aussi. Et alors, à la fois, je vois bien que ces deux choses-là peuvent aller dans le même sens, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a une tension. Oui, alors, voilà, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Oui, alors déjà, oui, il y a Stéphane Vial et David Pucheux n'ont pas les mêmes points de vue. Dans cet ouvrage, il y a des personnes qui ont des points de vue différents. Alors, moi, mon avis par rapport au dispositif actuel, j'en parle un peu plus loin. Si je devais écrire un nouveau texte, et d'ailleurs je vais l'écrire, ce nouveau texte, ça s'appellerait L'un sans l'autre. Voilà le titre, je travaille. Après avoir écrit ça, j'ai travaillé sur la notion d'individu, sur le XXe siècle. Et, en fait, je suis parti de l'individu, j'ai regardé un peu ce qu'on m'a dit en sociaux, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, qui a été dit du côté de la biologie et du côté de la psychologie. Parce qu'il fallait faire un texte qui va sortir bientôt. Et pourquoi je dis l'un sans l'autre? Parce qu'il me semble que c'est un petit peu ça. Tout à l'heure, au début de cette intervention, j'ai dit qu'on avait absolument besoin de l'autre. Le besoin de l'autre, c'est quelque chose d'important, qui est constitutif de ce que l'on peut vivre. Mais l'autre, quand on parle d'altérité, reste une épreuve. C'est l'épreuve de l'autre. Quand on est là, quand je suis face à vous. Tout à l'heure, on parlait de Skype. Souvent, on me dit, j'ai même des thèses, on me dit, mais le monde virtuel ou la réalité, c'est la même chose. On arriverait presque là, d'une certaine manière. Mais moi, je leur dis, non. C'est pas évident de dire non. Mais il y a une chose évidente, c'est que celui qui est derrière l'écran, il va pas me sauter dessus. Hein. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui fait qu'ici, dans cette pièce, on ne se saute pas dessus, quoi. Bon. Mais derrière un écran, c'est différent. Et cette chose-là, il faut qu'elle soit pensée. Alors, pour en revenir à votre question, cette question, pourquoi on est parti de ça, c'est que, en fait, quand je citais, comment il s'appelle, Jean-Michel Beignet,
Il écrit « L'homme simplifié », ça voit bien le titre, « Le syndrome de la touche étoile ». Donc il est passé sur les messages que l'on entend, qui se répètent en permanence, etc. Et on voit bien comment il peut parler des autistes. Donc la question de l'autre par rapport à la communication, c'est l'autre comme un point de vue, comme une expérience, comme une épreuve. On se dit bien que si on a des dispositifs actuellement, ça j'en ai pas encore parlé, dans lesquels nous-mêmes, on va transmettre de l'information. On le voit bien avec les objets connectés, tout ce qui se passe. Donc constitution de big data. Il y a un autre texte qui est intéressant dans cet ouvrage, qui parle des logiciels de recommandation. Donc c'est Alain Lelu qui l'a écrit, et Alain a travaillé avec nous, donc, qui est informaticien, Alain Lelu, et je lui ai dit, Alain, il faut que tu nous dises comment nous en sommes arrivés là, à ces logiciels de recommandation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de recommandation? C'est quand vous allez sur le site de la FNAC, on va vous recommander un livre, parce qu'on a vu que vous avez pu naviguer et commander certains ouvrages. Mais ce qui existe maintenant, c'est que ces logiciels-là se mettent à travailler à partir de données de plus en plus personnelles, privées, et celles qui sont liées au corps, à notre propre corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire, pour en revenir à la question de Magali? C'est qu'à un moment donné, je rencontre Magali, je cherche un peu à savoir ce qu'elle fait, d'où elle vient, de quelle discipline, etc. Bon, elle aussi. Mais si j'ai un écran devant moi, mais c'est pas simplement qu'ils me disent ce qu'elle est, parce que ça déjà c'est compliqué. Si je dis Magali, vous êtes ceci, bon, c'est déjà compliqué de dire à quelqu'un ce qu'il est, quoi. Vous êtes cela. Mais en plus, si je dis Magali, vous êtes ceci, mais en plus, voilà ce qu'il faut pour vous. Il faut lire ça, il faut aller à tel endroit, il faut tel homme, etc. Il faut avoir tel boulot. Et j'exagère pas en disant que c'est en train de ce qui se passait, c'est en train de ce qui se passe par rapport au travail qui est fait sur les données, sur les logiciels de recommandation, etc. Donc qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à la question de l'autre? C'est que l'autre, à ce moment-là, il va avoir un écran qui va nous informer sur ce qu'il est, mais en plus tout dépend de la position dans laquelle nous sommes, on va lui dire ce qui est bon pour lui. Change quand même pas mal de choses sur la question et de la communication. C'est-à-dire, dans ce qu'il est, ce qui est important, vous voyez, je vous parle tout à l'heure, je vous regarde, je ne sais absolument rien de vous, quoi. Je pourrais dire, il y a une pull jaune, mais après je vais commencer à chercher, on va discuter, et puis on va trouver quelque chose, et puis, etc. En fait, ce qui est important, c'est que je ne connaîtrai jamais rien de vous entièrement. Mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui me dit, voilà, qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce qui est bon pour vous, ça change beaucoup de choses en termes de communication. Ça change beaucoup de choses aussi dans les relations des personnes. Et d'autre part, par rapport au langage, l'homme simplifié, c'est celui, à un moment donné, qui, d'une certaine manière, va s'éloigner de la métaphore, va s'éloigner du mot d'esprit, va s'éloigner de la poésie. Je vais tenter. Hein. Il faut se lancer. Voilà. Il me semble que quand on s'intéresse, par exemple, je vais prendre à l'apprentissage de la langue parce que c'est quelque chose à écart, on s'intéresse en fait souvent aux pathologies, puisque ce qui se passe autour d'un processus trouble va jeter en fait un regard sur ce même phénomène quand il n'est pas troublé. Donc en fait on sert de l'atypique pour comprendre le typique parfois. Et je me suis dit que, et je pense que ça se fait souvent dans d'autres disciplines, pas que à l'apprentissage de la langue, mais je me suis dit en fait, à partir de cet homme interfacé ou augmenté, je me suis interrogée sur la perception en fait, et de comment en fait cette perception atypique pourrait nous aider à comprendre la perception
plutôt typique, ou normal, entre guillemets. Et j'ai pensé à ces gens que moi je trouve super fascinants, des synesthétes. En fait, c'est des personnes qui, je ne sais pas si tout le monde connaît, on en avait parlé, non? Des synesthétes. Donc, c'est des gens en fait qui ont une perception mixte. Ils peuvent voir les jours de la semaine en couleur. J'ai une copine en fait qui, quand elle boit de la bière, c'est comme un rectangle lui traverse le joue. En fait, donc c'est vraiment un truc physique qu'elle ressent. Du coup, des objets géométriques qui lui traversent le corps sont associés avec le goût. Et il y a d'autres personnes qui ressentent en fait avec les tissus une émotion. Et c'est quand même des choses assez extraordinaires, quoi. Donc ça, mais c'est des choses naturelles. C'est des choses qui, je ne sais pas, qui sont venues avec l'évolution, ou je ne sais pas, j'ai pas compris, moi je ne sais pas. Mais après, nous, on augmente le corps artificiellement aussi. Donc, je ne sais pas, on met des implants magnétiques, ou on fait plein de choses. Que ce soit physique ou mental, on peut se droguer ou prendre des drogues pour avoir des expériences autres. Et en fait, je me suis dit que, est-ce qu'on peut s'interroger la différence de soi et de l'autre dans ces cadres qui seraient la perception typique et atypique, en fait, du normal et augmenté. Et qu'est-ce que ça pourrait... voilà, enfin bon, c'est pas, c'est peut-être... mais je me suis dit que ça pourrait être fructueux, peut-être. Oui, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je peux en dire? Ah oui, mais c'est voilà, c'est le challenge. Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, si, ça me fait quand même... Si, cette position, c'est un peu celle de Douglas Hofstadter. Je reviens un peu sur le texte, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Mais dans sa position, c'est-à-dire qu'il a poussé assez loin son investigation sur l'intelligence artificielle, son travail sur l'intelligence artificielle, pour avoir une position heuristique, c'est-à-dire pour comprendre l'humain d'une certaine manière. Hein. Alors après, tout ce qui a été lié aux troubles, notamment aux troubles du langage, hein, on le sait depuis Jacobson, question sur l'aphasie, etc. Bien sûr, pour mieux comprendre ça. Alors au niveau de la perception, ça serait une bonne idée, parce que moi j'ai une collègue qui travaille sur un numéro sur les 5 sens, vous voyez, où on est en train un peu de... Voilà, ça... Et, alors qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que... Alors ça ne va pas tout à fait répondre à... Mais c'est que pendant longtemps, au niveau du goût, au niveau de l'odorat, au niveau de toutes ces choses-là, à un moment donné, il y a eu quand même pas mal d'ouvrages qui étaient là comme des guides de comportement, hein, qui étaient là pour expliquer... Et maintenant, au niveau des sens, au niveau de la perception, on va essayer de créer certaines choses. C'est différent. Ce qui me paraît peut-être le plus proche de ce que vous dites, c'est ce qu'ont pu faire certains artistes aussi, qui sont allés, qui ont développé certaines choses, hein, par rapport au corps. Je peux citer 3 artistes, par exemple, qui sont Stellark, STE2LARC, qui sont Kevin Warwick et Orlan, allez, pour le corps. Stellark, si vous regardez, tout à fait sur internet, Stellark, au niveau des images, vous allez voir qu'il s'est fait greffer une oreille dans son bras. Ah oui, je vois qui c'est. Kevin Warwick, c'est celui, je fais ça peut-être, hein, qui a créé une connexion directe avec son épouse. C'est branché. Non, mais il y a pas mal de choses qui se développent. Ça rejoint un peu ce que vous me dites. Et Orlan, non, c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait longtemps qu'elle travaille sur son corps, on va dire, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant avec ces artistes, bien évidemment, c'est qu'ils, d'une certaine façon, à l'extrême, quoi, ils sont en position artistique, c'est-à-dire de nous gratouiller, de nous interpeller.
Mais moi, une des plus belles phrases, ça sera celle d'une petite fille là, de 9 ans, qui m'a dit un jour, en lisant son nouveau Géo-Ado, dans lequel était décrit un peu cette question-là sur la parole, elle me dit, mais c'est-à-dire, on lui disait, dans 40 ans, on va pouvoir communiquer sans avoir à se parler. Et elle m'a répondu, mais alors ça sert à quoi? Enfin, non-vivre, quoi, à ce moment-là. Elle, tout de suite, c'était immédiat, quoi. Alors après, sur ces expériences, je ne connais pas parler, mais elle m'intéresserait. Ça me rappelle ce que j'étais allé un petit peu suivre à l'Institut de France sur les états modifiés de la conscience. Donc, des choses décalées, comme ça, qui interpellent, mais sur lesquelles je ne peux pas parler, je ne connais pas. Mais c'est intéressant, oui, bien sûr. Il y a des travaux sur la transmodalité. Alors c'est plus, là ce dont tu parles, c'est des vécus chez une personne qui va boire une bière, qui va avoir une sensation uniforme qui la traverse. Il y a des travaux sur l'accord qui se crée entre deux personnes, entre différentes modalités, sur des dimensions des modalités sensorielles qui sont transmodales, donc qui appartiennent à toutes les modalités sensorielles, comme le rythme, l'intensité, c'est-à-dire avec la vision, il y a l'intensité visuelle, mais l'intensité, c'est aussi, ça marche aussi pour l'audition, ça marche aussi pour l'olfaction. Pourquoi c'est transmodal alors? Ce sont des propriétés perceptives, mais qui sont transmodales, parce qu'elles concernent plusieurs modalités sensorielles. Donc les formes, le mouvement, l'intensité, le rythme. Et du coup, ces qualités transmodales, qui sont transposables d'une modalité à une autre, on voit que dans certaines situations de communication, les personnes s'accordent sur le même rythme, mais ça va être dans deux modalités différentes. Et donc ça a été beaucoup utilisé chez les bébés, les tout petits bébés, pas étudié, pardon. Ça a été beaucoup étudié chez les tout petits bébés qui vont faire je ne sais pas si on peut dire vocalisation, non, des petits bruits quoi, et avec certains rythmes, certaines intensités, et on voit que de manière interculturelle, l'adulte qui s'occupe du petit bébé souvent fait des caresses qui ont le même rythme, les mêmes intensités. Et donc c'est même dans certains travaux, enfin, on dit même que ce serait la base de l'intersubjectivité en fait, cette capacité à communiquer de manière transmodale avec l'autre. C'est pas vraiment ce que tu dis. Hein. Non, mais c'est quand même lié en même temps parce que c'est la perception telle qu'une personne peut le vivre et telle qu'une autre personne peut le vivre et comment en fait ça peut se communiquer dans ce questionnement de soi et de l'autre. Parce que du coup c'est quand même une communication à travers les modes perceptuels du coup. Parce que je me mets en rythme avec toi, par exemple. Les problèmes de l'empathie. Exactement. Bon, les neurones miroirs, par exemple, entre autres. Oui. Les neurones miroirs, quoi. Ça me rappelle aussi, pardon, mais c'est juste, je ne sais pas si je peux rajouter, il faudrait que je retrouve les détails, mais c'est quand tu parles de ça, il y a récemment une expérience où, à travers, je ne sais pas quel artifice, les gens étaient capables en fait de faire semblant de se mettre dans le corps de l'autre, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si c'est la même chose. Là, justement, j'étais allée rechercher. C'est Samira qui parlait donc d'un artiste qui va vivre dans la... il va porter le casque de réalité virtuelle Oculus Rift pendant 28 jours et sans interruption à travers lequel il vivra la vie d'un parfait inconnu. C'est ça Donc il y a un artiste qui va vivre de façon décalée, 24 heures sur 24, la vie de quelqu'un d'autre, et avec un décalage de 6 heures, donc ça enregistrera donc... le but de l'expérience, c'est de déterminer si l'exposition continue avec la vie d'un autre, gomme l'identité, et si le cerveau, d'une certaine manière, peut se mettre à assimiler la vie de l'autre à la sienne.
C'est pourquoi, bon, dans un souci de santé, il parlera 1 heure par jour avec un psychologue. Ah non, mais c'est comme... Mais ça, c'est... 5 000 € par jour. Je pense que c'est différent parce que moi, c'était simultané en fait. Ah oui, là, c'est ouais. décalé de 6 heures. Mais enfin, je veux dire, ça joue toujours sur l'identité. Enfin, oui, C'est rigolo. c'est Ouais. un peu effrayant en même temps, je trouve, quand même. Je sais pas si je trouve ça rigolo. Oui, c'est ça, voilà. Je trouve ça rigolo. C'est étrange, hein, ces jeux sur... Oui, voilà, exactement. Ouais, non, ça me donne des frissons. Mais pas agréable. J'ai trop compris il se met un casque, tu dis. Un casque dans lequel est projeté, j'imagine. Un Oculus, c'est un casque dans lequel on est immergé avec... Comment ça s'appelle? Oculus Rift. Oculus. Bon, moi j'ai pu rester 5 minutes, l'autre jour il y a des étudiants qui m'ont mis le casque, ils m'ont filmé d'ailleurs, parce que j'étais assez maladroit. Et on voit un décor, et puis alors sont représentées nos mains. On ne voit pas nos mains, on voit une représentation de nos mains en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui prennent nos mains, qui récupèrent nos mains. Et moi je suis resté 5 minutes, ça m'a donné mal au cœur. Après, la question par rapport à l'artiste, c'est une question, justement, par rapport à l'humain, jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qui reste? Parce que si on se met à tout changer, on va pouvoir tout changer, pourtant qu'il y a bien quelque chose qui reste. Hein, si on nous dit qu'on change de cerveau, si notre corps lui-même, au niveau des cellules, hein, on perd notre propre poids chaque année, hein, en termes de cellules, et pourtant il reste quelque chose quand même. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a toute une frange d'artistes là qui jouent avec les limites justement de... Voilà. Et moi, je vous mets en relation avec Joré Guibéry, là, qu'on a écouté lors du colloque Impec, là, et donc il avait fait tout un topo sur l'homme augmenté, et augmenté de quoi? C'était sa question, en fait. Parce que, donc lui, c'est un marcheur en montagne et tout, et il disait que, donc voilà, donc voir que les montagnes sur lesquelles qu'il est en train de gravir, finalement, sont identifiées avec le niveau, l'altitude qu'elles ont, le nom de tous les pics, etc. et tout. Bon, c'est très bien, mais en fait, bon, ça lui enlève aussi la poésie qui est liée au fait d'être voilà, dans la nature, comme ça, déconnecté de tout. Et donc, en fait, voilà, et lui, sa position, d'ailleurs, il a monté une ANR sur la déconnexion, je ne sais pas si c'est lui qui l'a obtenu d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir voilà, ce que ça enlève en même temps que ça peut apporter. Enfin, je pense que c'est important de penser les deux à la fois, quoi, parce que c'est... Ben justement, si vous me permettez, moi je parlais de l'homme diminué. Oui, oui, voilà. Alors, bon, de toute façon, on est vraiment là, ça fait plus d'1 heure, donc vous arrêtez quand vous voulez. Oui. Dans les discussions, on pense toujours en tant qu'être humain. Mais imaginons que tout d'un coup, avec des dispositifs, etc., on arrive à faire qu'on a un cerveau de chien, par exemple. Voilà. Et comment est-ce qu'on se vivrait à ce moment-là? Alors déjà... Ça me fait penser à ce que Christine a montré, où on vit la vie de l'autre, et là, ça sera encore une prochaine expérience. C'est une vie de chien. Une vie de chien. Et oui, mais on peut déjà un peu imaginer ce que c'est, parce qu'on connaît bien les capacités sensorielles du chien, elles sont nouvelles, comme on dit. C'est quelque chose qui est étudié. Et on peut très bien imaginer, le chien, il vit pas mal, finalement. C'est aussi bien que nous. Hein. Il a des amours, il a des faim, il a des sensations, il est même assez intelligent. Et il peut résoudre des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre parce que ces appareils sensoriels sont des équipements sensoriels différents. Un chien dans le même milieu que nous, c'est-à-dire ici, ne perçoit pas les mêmes choses. Enfin, il perçoit tout un tas de choses communes, mais en plus, il perçoit un monde d'odeurs extraordinaires que nous ne pouvons pas percevoir. Il perçoit aussi, il entend beaucoup mieux que nous tout un tas de choses, etc. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que notre vie subjective, nous avons ici des choses très en commun les uns les autres, parce que nous sommes tout de même tous des êtres humains apparemment. Mais, j'ai fait des études de zoologie qui me permettent même d'être affirmatif là-dessus. Mais ce que nous ne représentons pas du tout,
les autres animaux dans le même milieu ne voient les mêmes choses, mais autrement, ils voient des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, etc. et réciproquement. Donc on parle toujours de l'univers en tant qu'être humain, avec des repères humains, etc., et une subjectivité qui est propre à la nôtre. Et nos expériences se résument à faire des expériences entre êtres humains. Voilà, si j'étais vous, si vous étiez moi, qu'est-ce qui se passerait? C'est vrai, le patron qui se met à la peau des... Oui, on ne pourrait pas en avoir la sensation de toute façon. Non, Comment on est dans ce... Oui, c'est ça. Non, mais déjà, ça limite un peu. Nous raisonnons toujours en être humain, quoi. Et il faut se rendre compte que parmi les espèces humaines, c'est vraiment une seule espèce assez singulière et qui est dangereuse pour les autres, mais tout de même une seule espèce. Mettez-vous à la place d'une fourmi, on parle du chien, le chien, vous y arrivez à peu près. Mais mettez-vous à la place d'une fourmi. Bon, la fourmi, elle sait faire des choses que vous ne savez pas faire. Voilà. Mais maintenant, ce sont des êtres vivants, ça fait partie Bon, alors là, on pourrait discuter aussi sur les populations animales comme les fourmis, parce qu'on a déjà discuté là-dessus en zoologie. C'est-à-dire, quel est l'individu chez les fourmis? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la fourmilière? Bon, etc., etc. On peut discuter beaucoup de ces choses-là. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la singularité même de l'espèce humaine dans nos raisonnements sur la vie et sur le monde relationnel. Eh bien, on est extrêmement égocentrique. Autoréférentiel. Réfléchir avec Voilà. ce qui nous permet de réfléchir. C'est bon, Oui, pareil, mais le chien, il réfléchit aussi pas mal. Hein. Et puisque là, on est entre nous, forcément. Donc je vais vous parler de l'homme diminué, comme ça. Voilà, la présentation. Parce que moi, c'est... Alors, c'était comme titre, l'homme diminué n'est pas un homme simplifié. Alors, l'homme simplifié, j'en ai déjà parlé, observé par Jean-Michel Beignet, s'exprime tel une machine, ce qu'on a dit tout à l'heure, contraint d'atteindre un fonctionnement idéal, donc il perd le malentendu, l'équivocité, la métaphore, le lapsus, autant de points de butée pour n'importe quelle machine qui voudrait les reproduire. Alors je m'adresse au linguiste. Autant de formes d'une nature humaine fêlée mais désirante, travailleuse et créatrice, qui aime la communication mais ne la valorise pas. Avoir la performance d'une machine implique l'expression d'un être sans erreur, un usager, qui ne pourrait être celui du mot d'esprit. Sous nos yeux grands ouverts, les oreilles pouvant se fermer, vu qu'on parle des oreilles, un changement de paradigme s'opère. Longtemps, la machine fut imaginée à l'image de l'homme. Les films en noir et blanc du début du XXe siècle en témoignent. Le XXIe siècle demande l'inverse, un homme à l'égal de la machine. Là, je fais référence à un tournant pour moi qui est l'exposition L'âme au corps, art et sciences, qui a été dirigée par Jean Clair en 93, montrant le corps et les représentations de fonctionnement, marque sans doute la fin d'une époque qui bascule vers ce qu'on a dit une naturalisation de l'esprit. Cette naturalisation manifeste un étau qui se referme, sans ray de lumière, par la réduction d'un écart fondateur, léger décalage avec l'origine, cette case laissée vide, émancipatrice pour l'humain. L'homme simplifié est curieusement un homme voulant la transparence, le tout, un homme qui introduit le robot dans des démarches d'apprentissage en s'inspirant de l'efficacité observée dans les tâches accomplies par des autistes atteints du syndrome Asperger. Éradication de la singularité, mise à l'écart de l'esprit critique, son programme avec des procédures répétitives et cases à cocher. Or, le trésor de la communication humaine et autres, c'est l'absence de transparence. C'est prendre appui sur des zones d'opacité et parler. L'ombre, jugée souvent négative, manifeste pourtant la présence d'une lumière. Et là, on fait référence aux œuvres de Jean-Jacques Rousseau et l'analyse qu'a pu en faire Jean Starobinski. Le malentendu est un art de la rencontre. L'équivocité, pulpe de la création. Le mot d'esprit et le lapsus, un peu les étendards de la liberté. L'intraduisible, l'irreprésentable, l'incommunication sont des valeurs positives. Elles sont des points de butée
qui deviennent des points d'appui de la communication et de la création, non observables, non quantifiables. L'homme simplifié s'exprime comme une machine en se séparant dans sa parole des impossibles à dire, fondateurs que sont notamment les impensés de la mort, de l'origine et de la néothénie. Donc j'arrive à mon homme diminué. La parole exprime la singularité, l'altérité radicale de chacun. De ces malentendus, elle est constitutive des rapports humains. Comme le souligne Georges Gusdorf, la parole n'intervient pas pour faciliter les rapports humains, mais les constitue. La parole sert de véhicule pour le langage humain. Les cultures sont fondées sur un rapport au monde que le langage exprime. Chaque langue contient en elle-même une vision du monde qui lui est propre, idée exprimée pour la première fois par Wilhelm von Humboldt au XIXe siècle. Le langage donne une vision du monde, la parole donne celle de l'humain. Ce que la parole apporte au langage, c'est la marque du rapport à la mort que nous entretenons avec elle. Avec les rapports qu'il entretient, ces points d'énigme, l'humain fonde ses plus belles œuvres. Prenons donc la mort, l'origine, on pourrait y ajouter l'amour, et les œuvres produites à leur sujet. Celles-ci sont extraordinaires car produites par un homme diminué, qui aime, souffre, jouit, écrit, pas un homme augmenté, simplifié. Le sujet issu de la dynamique du rapport entre le sexe et la mort serait supprimé dans le cas d'un langage transparent, objectif, pur. Wittgenstein considérait la mort comme n'étant pas un événement de la vie. On ne vit pas la mort. La réponse de Wittgenstein est sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire, car aucun langage n'atteindra la vérité. D'une autre façon, pour Freud et Lacan, l'incomplétude du langage est créative et renvoie à l'événement de la parole. Celui qui vit avec la mort peut faire des choix avec les événements de la vie. Wittgenstein ne vit pas la mort et ne conçoit un événement déterminé que par les probabilités. Avec une parole dont les liaisons sont calculées, on aboutit à une sorte d'éradication des points d'impossible, d'origine ou de fin de vie. Ceci engendre le fonctionnement d'un homme programmé qui actualise en continu, c'est ça un petit peu la réponse, ses propres données. On va actualiser nos propres données en continu à travers les objets connectés. On va avoir le coach numérique qui va nous dire qu'il faut marcher 10 000 pas, etc. Les nouvelles frontières de la mort. Deuxième chapitre de la société post-mortelle de Céline Lafontaine, que j'aurais beaucoup cité, précise la difficulté de situer une frontière claire entre la vie et la mort. L'annonce de la mort par une information à l'écran n'est pas celle radicale faite par un prêtre ou par un médecin. Plus l'information sera précise, plus difficile sera la décision de dire où se situe la frontière entre la vie et la mort, ce que sont la vie et la mort. La question est de savoir de quel individu on parle, sujet ou pure information et matière, consommable et recyclable. Le premier constat est qu'il y a une ingénierie autour de la naissance et de la mort, dont les conséquences sont l'effacement des représentations symboliques, notamment celle de la mort et du sens qu'elle confère à la vie. On constate également la disparition progressive du besoin de l'autre, tout en donnant la vie, en échappant à la filiation traditionnelle par la technique, on réduit l'altérité au même. Donc j'ai assisté à un séminaire, 14 mai 2013, les enfants de la science. J'aime beaucoup ce travail, qui réunit à la fois François Ansermet, psychanalyste, René Friedman, Jean-François Perret, qui fait de la mise en scène, et Alain Prochian, pour une discussion autour des nouveaux modes d'origine. Ils trouvent les ferments d'une interdiscipline féconde entre discipline et indiscipline. L'origine, la naissance, l'utilisation des biotechnologies et l'artificialisation du vivant questionnent un chapitre de l'histoire en train de s'écrire. Pour René Friedman, cela manifeste une préoccupation pour l'auto-reproduction et non pas se reproduire par rapport à l'autre. C'est la course à l'auto-reproduction. Or, une auto-reproduction œuvre déjà sans bruit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, faisant référence à Claude Bernard, à l'embryogénèse silencieuse. Alain Prochian parle de reproduction silencieuse. Chaque année, on reproduit l'équivalent de notre poids en cellules. Avec les nouveaux modes d'origine, l'autre s'efface. La question porte sur la signification d'un enfant de moi, alors que le clonage ou la reproduction par autrui rendent importante la notion d'un enfant de soi. Alain Prochian rappelle que le soi n'existe pas pour la biologie. L'individu est fait de son histoire et la mort en fait partie.
Pour François Ansermet, la mort est un repère important pour soutenir la vie. Or, la technique ne permet pas de représenter la mort inscrite dans le geste de donner une naissance. Elle ne la représente pas davantage chez ce bébé à qui l'on souhaite toutefois de devenir un vieillard qui mourra. La question de savoir d'où vient un enfant reste insoluble. Aujourd'hui, il y a toutefois une nouvelle façon de faire avec cette impensable de l'origine. On prédit, on manipule, on projette, on met la vie sous contrat, en rejetant la seule certitude radicale qu'est la mort. Alain Prochian insiste, on veut transformer l'accident coïtal en projet parental. On souhaiterait garder une continuité génétique entre origine, sexualité, filiation, donc préserver dans cette continuité les germes de l'immortalité en édulcorant la question de la mort. Il y a un ouvrage que je n'ai pas lu, et j'aimerais bien rencontrer cet homme qui s'appelle, je crois, Laurent Alexandre, qui a écrit La mort de la mort. Alors, ça parle de ça. Je ne l'ai pas lu, mais vraiment c'est... C'est fascinant. Voilà, c'est ça. Donc François Ansermet souligne qu'avec l'empensée de l'origine, l'enfant cherche à savoir. C'est une question de la curiosité, il cherche à savoir. Le fixer à un savoir lui enlève une certaine liberté. L'autoreproduction n'a donc pas besoin de l'autre. Le rapport à l'ingénierie qui intervient en périnatalité voile d'une certaine manière de plus en plus la mort. Les deux impensés que sont la vie et la mort sont réduits à des opérations techniques. On refuse l'altérité, le hasard et d'une certaine manière la liberté. L'autoreproduction serait donc une reproduction de soi, et non pas un enfant de l'autre et de moi, réduisant au silence ce qu'il y a de plus étranger à nous-mêmes. Il y a une individuation de l'humain qui fait de lui un être singulier, et cette individuation dépend de l'autre, comme je l'ai dit, de la contingence, et de l'aspect néothénique de l'humain. Autre point de butée qui devient un point d'appui pour la communication, en attribuant à l'autre une nécessaire présence. La néothénie, concept central pour Dany Robert Dufour, mais il n'est pas le seul à l'utiliser, exprime un état de prématurité de l'humain à sa naissance. Ça, peut-être avec les animaux, justement, il y aurait quelque chose à dire. L'animal étant peut-être plus complet. Plus rapidement. Plus rapidement, oui. Plus rapidement. Sûrement. Mais, enfin, oui, non. un commentaire maintenant. Non, je ne sais pas. Enfin, le concept m'intéresse tout particulièrement par rapport, je m'en ai augmenté, c'est ce que vous êtes de néothénie, c'est qu'il exprime un état de prématurité de l'humain. Il n'est pas fini, en fait, l'humain. Il n'a pas tout, quoi. La néothénie se manifeste par un état juvénile du petit homme qui se prolonge. Un certain temps, il sera nécessaire pour jouir de sa maturité. Dufour précise que l'être néothénique ne vit pas dans l'instant, mais dans le temps. Il n'est pas comme l'animal. Question. Mais premièrement, quand on dit l'animal, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Depuis la fourmi, en passant par nous, jusqu'à l'éléphant. On évolue. Ouais. Tout ça, c'est l'animal. C'était la question de la finitude, quoi. Voilà, mais la néothénie, elle existe aussi dans l'espèce humaine, c'est-à-dire oui, c'est ça. On n'est pas adulte d'un seul coup. Oui. Il faut attendre déjà la puberté pour que les gonades soient fonctionnelles, etc. Donc, et puis on meurt, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, le code génétique dit les vieux, ils sont usés, ils deviennent inutiles et gênants, ils sont balancés. Mais par la descendance, par la reproduction, nous descendons tous ici, ainsi que la fourmi, je parle beaucoup des fourmis tout le temps, mais les éléphants, etc., de la même cellule primitive, qui porte d'ailleurs un nom, je ne sais plus. Lucas. Comment Lucas, voilà, Lucas, exactement. Et voilà, c'est donc ce qui vit, c'est nous momentanément, mais grâce à nous, c'est les descendants de Lucas qui continuent. C'est ça la théorie qui continue. On ne sait pas jusqu'à quand sur la planète, en tout cas. Voilà. C'est tout. Bon. Enfin, donc, écoutez, je vais conclure, parce que, parce que sinon, j'avais parlé de Jean Starobinski, de danse, mais c'est pas...
si vous voulez, mais bon, je sais pas, peut-être pour vous, vous en avez, c'est peut-être un peu long, un peu lourd, quoi. C'est excitant tout ça. Oh, non, mais c'est vrai. Ah ben je vous remercie, ça me fait plaisir. Attendez, je remets mes lunettes pour bien l'entendre. Mais je reviendrai alors, mais si vous, je continue, moi. Ça me passe. Vraiment, je peux vous dire, j'aimerais vous faire un petit montage. Hein, parce que il y a eu des choses dites tout à l'heure, un peu limite quand même. Mais voilà, je sais pas si j'arrive. Ça me passionne, quoi. Depuis que je me suis mis au travail de toutes ces questions-là, je suis prêt à faire. C'est vrai que ça me passionne, quoi. Je vois ce qui peut être dit. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu lourd là-dedans, c'est qu'il y a trop de références, mais comment faire, quoi. Si je dis pas, ça reste en surface. Eh bien, j'en fais. Je sais pas, moi, je continue, hein, vous savez, j'aime bien, hein, mais c'est pour surtout. Hein, donc, si ça peut vous apporter quelque chose, je le fais très volontiers. Hein. Oui, je parlais de la néothénie, oui, par rapport à cette idée de on n'est pas fini, quoi, qu'il y a quelque chose, et puis dans un rapport au temps et à l'espace qui nous est propre. Hein, voilà. Donc, attendez, je reprends un petit peu, et bah tiens, je vais parler un peu de danse. On va essayer de l'articuler, et après je vais aller vite. Ouais, allez. Oui, parce que je parle depuis le début que de point de butée. Alors c'est vrai que je fonctionne comme ça, sur ce quoi qui m'intéresse, sur quoi on bute. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, non pas à expliquer, parce que je ne l'expliquerai jamais, mais qui m'intéresse en termes qui me met au travail par rapport à ça, c'est le rapport entre l'organique, enfin pour dire les choses très simplement, et la pensée, quoi. Hein. Et donc je vais vous dire comment j'essaie de le travailler. Hein. Donc j'essaie de repérer quelques nouages, continuité et discontinuité, on retrouve toujours ça, entre l'organique et le symbolique, le vivant et la pensée. Donc là, je vais faire référence à un homme qui s'appelle François Delsarte, dont on parle souvent dans la danse. C'est un théoricien du mouvement. Je peux faire référence aussi à un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Images de pensée ». Je m'intéresse aux choses que l'on fait quand on rencontre un ami sur un coin de table, les brouillons. C'est-à-dire ce qui est juste avant que ça prenne forme, d'une certaine manière. Et j'ai toujours été intéressé à ça, parce que je me dis toujours, c'est ce que l'on ne voit pas, hein, qui disparaît une fois l'œuvre faite, et pourtant c'est là, quoi. C'est un peu cette chose-là qui est invisible, c'est-à-dire ces brouillons, ces esquisses. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais il y a un ouvrage, c'est vrai que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Images de pensée » de Marie-Claude Carrès et Nicole Marchand-Zanatu. Et aussi le critique thématique Jean Starobinski, alors qui contribue à illustrer le thème d'une archéologie de la pensée différente de ce que peut produire l'imagerie à résonance magnétique. Je pense que les deux, ça n'a rien à voir pour moi, mais l'imagerie à résonance magnétique me paraît importante dans les travaux que l'on fait. Mais si on se limite à ça, je pense que ça serait un peu réducteur. Alors François Delsarte, il a 18 ans à la naissance de Peirce. Donc entre 1860 et 1865, il définit la sémiotique en la comparant à l'esthétique, en articulant le corps, le geste et le signe. On voit pourquoi ça a intéressé la danse. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur l'écriture de la danse. Ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je ne suis pas spécialiste du tout. Et j'ai participé dans les années 90 à des séminaires, des travaux sur l'écriture Laban. Je me suis même mis une sorte de recherche-action tout jeune. Je ne suis pas du tout danseur, mais j'ai voulu expérimenter cette écriture-là en suivant des stages de Laban Notation.
Donc ça m'a toujours intéressé, ce rapport entre l'écrit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que la musique a sa partition, et on pourrait dire que la danse n'a pas sa partition, elle a plusieurs systèmes d'écriture, et qui permettent à certains chorégraphes de remonter des pièces. Par exemple, j'avais travaillé un petit peu avec Angelin Preljocage, qui est chorégraphe maintenant installé depuis longtemps à Aix-en-Provence, et il a toujours eu une femme qui s'appelle Dany Lévesque, qui est notatrice, donc qui ne travaille pas en la band notation, travaille un autre système, mais c'est très intéressant de voir comment c'est noté, et comment après la pièce elle peut être remontée par quelqu'un d'autre. Donc je me suis vraiment intéressé à ça, mais aussi à ces systèmes de création. Par exemple, Merce Cunningham, au niveau du numérique, a utilisé. Donc ça m'a vraiment passionné, parce que voilà, il y a ce qui est en rapport au corps, je vais dire au port de Toulon, au corps, et le rapport à l'écrit, et aussi comment, à un moment donné, ça laisse des espaces de liberté, tout de même, pour qu'il y ait une nouvelle représentation. Donc ça c'est absolument passionnant. Voilà pourquoi la danse m'intéresse, entre autres. Donc le modèle, on voit bien le rapport au corps, au geste et au signe. Voilà, le rapport au corps, au geste et au signe. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Après, cette philosophie séméiotique qui a pour projet une classification scientifique des signes expressifs est souvent associée au monde de la danse contemporaine. Alors il y a un modèle du compendium de Delsart avec ses symboles de triangle, base de déclinaison, et l'homme, le rapport au divin, trouve son originalité dans sa représentation de l'ensemble, de l'association de l'ensemble du corps, la voix, le geste et les signes articulés. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la sémiologie, la sémiotique, un rapport au signe, mais le corps on ne le perçoit pas. Delsart, liant l'expression du visage et sentiments, cherche aussi l'association entre l'âme et d'autres expressions du corps, comme la voix et le geste. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. D'une certaine manière, oui. Oui, c'est ça. De l'écrire. Alors, pourquoi je passe directement à Starobinski, hein. Le choix de Jean Starobinski s'explique car on retrouve à travers sa critique thématique deux ancrages déterminants. Le corps, il est médecin, et le texte, il est critique littéraire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse chez lui, quoi. Voilà. Sa personnalité se retrouve dans ces deux thèses, en littérature, puis en médecine, avec pour cette dernière le thème de la mélancolie, un ouvrage qui est sorti, L'encre et la mélancolie, qui illustre au mieux le rapport du corps à la psyché. Starobinski propose une archéologie de la pensée dont l'orientation se retrouve dans la composition des titres de ses ouvrages. C'est très intéressant de voir ces ouvrages, comment ils s'appellent, la relation critique, l'œil vivant. Comment ? Je dis l'obstacle et la transparence. Voilà, c'est ça, l'obstacle et la transparence, c'est par rapport à Rousseau. Oui. Donc il y a la subjectivité, la relation, son côté affectif, et quelque chose d'objectif qui suppose la rigueur, une critique précise du texte. Voilà, c'est ça qui... Ça m'intéresse. C'est remarquable. Ce qui retient notre attention est la méthode choisie par Jean Starobinski pour l'archéologie de la pensée des auteurs qu'il critique, notamment celle de Jean-Jacques Rousseau, à travers un projet thématique abordant les questions relatives au mensonge et à la vérité. Donc une archéologie de la pensée associant le corps et le symbolique apparaît donc sous la forme de plusieurs entreprises. Donc ça, voilà, ça m'intéresse. Le classement sémiotique de signes avec Delsart, les images de pensée, ces brouillons dont j'ai pu vous évoquer, et enfin la critique thématique. Voilà, c'est ces trois axes que j'aime bien travailler. Voilà. Et donc, ce qui s'oppose d'une certaine manière
non pas de façon frontale, mais de façon, dans la différence, à ce que l'on peut penser de la lecture radicalement différente, celle qui est proposée par l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Si on prend les travaux de Stanislas Dehaene, il met en évidence, sous l'angle des neurosciences, les zones de cerveau impliquées. C'est très intéressant. Seulement, ce que vous avez pu entendre, le phénomène de boucle m'intéresse. Je me suis dit, imaginons, en fait, quelque chose en boucle. De ce côté-là, exagérons jusqu'à l'extrême ce processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginons un individu équipé d'électrodes branchés sur son cerveau, lisant ses propres informations diffusées sur l'écran. Il pourrait penser qu'il lit ce qui ne cesse pas de s'écrire en lui, même s'il n'en est rien, un Larsen vivant. Il y voit la représentation de son activité neuronale, la manifestation de sa conscience, une visualisation d'un invisible devenu visible par tous, mais surtout par lui. Il ferait donc une lecture de ce qui s'écrirait en lui et écrirait ce qu'il lit, sous la forme d'une boucle étrange. Alors quand j'ai écrit ça, je devais être un peu... je devais être peut-être sorti d'un salon. Mais si, j'ai imaginé ça, je me suis dit, c'est intéressant, parce que l'idée qui nous vient serait pour cet individu de repérer sa pensée, son sens. C'est ça aussi, la signification. Actuellement, certains vont jusqu'à essayer de repérer le sens, la signification. Là, il y a quelque chose qui se joue. De repérer sa pensée, son sens, son interprétation. Or, ceci apparaît aujourd'hui sous la forme d'une neurologie certes prudente du sens. Une citation donc de Stanislas Dehaene. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de la neurologie du sens. Parce que pour moi, c'est vraiment un point buté, la signification. Donc, d'autres actuellement disent cela. Moi, j'observe, quoi. Dans le domaine du sens, l'humilité est de mise, car personne, pour l'instant, ça je cite Dehaene, ne peut prétendre avoir un modèle neurologique précis de ce mystérieux et clair de compréhension qui fait l'activité d'un réseau de neurones, à un instant fait sens. Voilà. Donc, c'est vers ça, à un moment donné, que les travaux tentent de se diriger. Et là, il y a vraiment des choses étonnantes à discuter. L'homme interfacé au langage simplifié ne se soumet plus à l'imprévu de la rencontre avec l'altérité radicale et fonctionne alors dans un processus continu d'auto-reproduction, d'auto-lecture-écriture entre cerveau et écran et d'auto-régulation du corps. La somme des données ne fait sans doute pas un être désirant. Il y a un truc qui n'est pas atteint. L'homme interfacé se situe là, aux frontières de la technique, de la nature, des animaux. Il reste un être pris dans le langage et connaît l'amour, le désir, et cherche toujours à savoir pourquoi. Et donc, plus que jamais, la communication humaine repose sur la parole. Voilà, je vous remercie. Merci.